Règle numéro 6, développer ses compétences cliniques en permanence. On pourrait croire que ça veut dire assister à une formation. C'est pas exactement ce que je veux dire. Assister à une formation, c'est un des moyens pour développer ses compétences et les moyens sont nombreux pour développer ses compétences. Assister à une formation, assister à une conférence, c'est intéressant. Quand on entend un conférencier, il parle de lui. C'est ça qu'on attend. Il va parler de son exercice, de ses expériences. C'est intéressant de voir comment les autres travaillent. Simplement, quand j'étais, je suis toujours un peu musicien, j'ai beaucoup été voir des musiciens exceptionnels, des grands musiciens que j'admirais, que j'admire toujours. Et il se trouve qu'en les voyant jouer, je ne suis pas sorti avec les mêmes compétences. Quand on va voir un tennisman, un golfeur, n'importe quel sportif, on ne devient pas pour autant champion olympique parce qu'on voit un champion olympique faire son épreuve. Donc assister, c'est bien, ça donne des idées, ça donne le champ des possibles. Assister à une conférence. Aller à une formation, on attend d'un formateur qui nous parle à nous. Pour autant que la formation ne soit pas une formation où il y ait trop de monde, ou qui soit en fait une conférence. Quand on assiste à une formation en ligne, on assiste à quelque chose où le formateur, le speaker, va nous donner son protocole. C'est intéressant, mais est-ce qu'on obtient davantage de compétences en ce faisant? Peut-être, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Le monde change, les techniques changent, les attentes des patients changent. Si on veut rester dans la course, il est nécessaire d'être au top des compétences actuelles. Et ça, je ne parle pas qu'aux gens qui ont 20 ans d'exercice, je parle aux gens qui sont même en début d'exercice, ça concerne tout le monde. Comment bien choisir une formation? Il est important de choisir la formation qui corresponde à ce dont nous avons besoin. En fait, une formation, décider d'aller à une formation, pour ma part c'est souvent ce que j'ai fait, je suis en échec sur telle ou telle thérapeutique, donc je vais me former là-dessus. C'était pour répondre à un problème et non pas dans un besoin de développement. Ce que je propose, ce que je conseille aux gens que je suis, c'est de faire un bilan de compétences. On fait des bilans de compétences dans tous les domaines dans le monde du travail, mais on assiste souvent à des formations sans avoir fait un bilan de compétences. Et on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul parce que notre propre évaluation de notre compétence, elle est souvent biaisée. On est souvent trop confiant, pas assez confiant. Il y a le biais de surconfiance, le biais de sous-confiance, de syndrome de l'imposteur. Et tout ça, c'est souvent en fait des biais cognitifs qui font qu'on n'a pas une véritable vision. Il y a même des psychologues américains qui ont étudié ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est leur nom. Et on s'aperçoit qu'au début de l'acquisition d'une compétence, on devient surconfiant. Ça y est, je sais le faire. C'est comme l'enfant qui vient d'apprendre à faire du vélo. Il dit, ça y est, papa, je sais. Il tourne ses pédales et à un moment, il se casse la figure. Biais de surconfiance. Après ça, généralement, on tombe plus bas et on descend en sous-confiance. Les gens découvrent que les MV2, il y en a partout, que c'est difficile à détecter, difficile à mettre en forme, difficile à traiter. Et là, il y en a qui m'ont dit je vais changer de métier. Ça va trop vite. Ça, c'est un biais de sous-confiance. Et après, heureusement, ça s'est démontré par les travaux de Dunning-Kruger, généralement, quelles que soient les compétences, et c'est pas que du dentaire, ça vaut dans tous les domaines d'apprentissage, on va retrouver une meilleure estimation de ses propres compétences. Maintenant, il reste souvent un delta entre la réelle compétence et celle qui est auto-évaluée. Donc c'est pour ça que les bilans de compétences sont intéressants. Et puis, souvent aussi, ce que je vois passer dans les différentes formations, sur ce qui est proposé, on vous dit, venez chez nous, formation 100% pratique, pratico-pratique, je vais vous donner tout mon savoir et je vais vous livrer tous les trucs et astuces. C'est important d'avoir quelques trucs et astuces, mais si notre métier se résume à des trucs et astuces, c'est quand même un peu juste. Et pour moi, la compétence est basée sur 3 piliers. Souvent aussi, on se focalise sur ça marche pas, donc qu'est-ce que je vais
pouvoir acheter comme matériel pour résoudre le problème. Un manque de compétences dans un domaine donné ne peut pas être réglé par le joujou extra qui va faire que ça résout tous les problèmes. Ça n'existe pas, ça se saurait, sinon tout le monde pourrait être dentiste, il n'y aurait pas besoin d'avoir un diplôme. Donc la compétence se base sur 3 piliers. Savoir. Nous avons besoin de savoir un certain nombre de choses. Il y a des savoirs fondamentaux qui sont indispensables. On ne peut pas s'en passer. On apprend ça à la fac, dans nos études, dans la formation initiale. Ça change, ça évolue, donc il est important de lire des choses. Et là, aller dans des formations, on va connaître un peu l'état actuel des connaissances, est intéressant. Ça va nous donner du savoir. Il y a évidemment le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ce qu'on va apprendre dans des formations pratiques. Et les formations pratiques sont importantes. On vous dit, on va vous faire des travaux pratiques, vous allez pouvoir jouer, à condition que les conditions de travaux pratiques soient fidèles aux conditions opératoires, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est difficile d'avoir les mêmes conditions en travaux pratiques, dans une salle de travaux pratiques, qu'en clinique. Néanmoins, ça rend service, avec des limites. Et puis, il y a un point qui est, à mon sens, négligé, qui a trait aussi à la stratégie, c'est ce que j'appelle le savoir quoi faire. La décision thérapeutique, l'aide à ce que le patient aussi prenne en concertation avec nous, l'orienter vers la bonne décision. Et savoir quoi faire, on parle de stratégie, c'est quel est l'acte adapté dans cette situation clinique, avec ce patient. Et ça, c'est sous-traité. À mon sens, il n'y a quasiment pas de formation là-dessus. Parce que ça ne peut pas se traiter en formation. À mon avis, ça peut se traiter en coaching clinique. Parce que c'est réflexion sur un cas. Réfléchissons ensemble sur un cas. Et puis, donc, les 3 piliers, savoir, savoir-faire, savoir quoi faire. Et quand on a tout ça, on a presque tout, sauf qu'il faut aussi du matériel, bien sûr. Donc le matériel, il est indispensable, mais si on n'a pas les 3 piliers de la compétence, ça ne marchera pas. Et si on a de la compétence sans matériel, ça ne marchera pas. Donc en fait, c'est les 3 piliers de la compétence qui reposent sur le matériel. Voilà ce qui, à mon sens, va nous permettre de développer en permanence les compétences. Voilà pour cette 6e règle.